le TD. Donc, pour aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter, comme on a l'habitude de faire, je vous présente un nouveau design pattern. Ensuite, on corrige le TP que je vous ai demandé de préparer, à savoir le TP concernant composite. D'accord? Alors, donc, je vous ai dit, on n'a pas assez avancé en TD pour faire un TD sur une des étapes du processus to track, à savoir l'étude préliminaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer une série de TD sur les design patterns et vous allez la préparer pour samedi prochain, Inch'Allah. D'accord? Alors, maintenant, pour seconde, je règle juste quelques... Voilà. Dans le chat, qu'est-ce que j'ai comme message? Bonjour madame, d'accord. Alors, donc on avait vu qu'il y avait 3 types de design patterns. Les design patterns de création, donc il y avait le design pattern de création. On a vu un exemple de design pattern de création avec Singleton. Et design pattern de structure, on a vu un exemple avec Composite. Et maintenant, on va voir les design patterns de comportement. Donc, on va voir un exemple qui va être, alors, donc, les formes de comportement pour décrire des algorithmes, des comportements entre objets ou des formes de communication entre objets. Donc là, vous avez la liste des design patterns. Ici, on va voir 2 exemples. On va voir observer. Donc, il construit une dépendance entre un sujet et des observateurs de façon à ce que chaque modification sur le sujet soit notifiée aux observateurs afin qu'ils puissent mettre à jour leur état. Et stratégie adapte le comportement et les algorithmes d'un objet en fonction d'un besoin sans changer les interactions avec les clients de cet objet. Donc, on va commencer avec Observer. Il a l'air un peu compliqué, mais c'est pas le cas. Il faut juste suivre pour bien comprendre comment il fonctionne. N'hésitez pas à poser des questions si c'est pas clair. Alors, l'intention, on vous dit définir une dépendance de type 1 à plusieurs de façon à ce que quand un objet change d'état, tous ceux qui dépendent en soient notifiés et automatiquement mis à jour. Donc, pour le principe ou l'objectif du design observer, comme son nom l'indique, l'objectif, c'est d'observer un objet qu'on va appeler sujet. Quand l'état d'un objet change, je rappelle que l'état d'un objet, c'est l'ensemble des valeurs données à ses attributs à donner. Donc, quand il y a un état significatif qui change, on voudrait que ce changement va avoir un impact sur d'autres objets qui doivent changer leur état. Donc, ces objets-là vont observer notre sujet et dès que lui subit un changement, ces objets-là qu'il observe doivent aussi changer leur état de façon automatique. Donc, le Design Pattern Observer nous dit comment modéliser ce genre de situation où quand un objet change, d'autres objets doivent changer et comment modéliser ça et rendre cette modélisation, on va dire, modifiable dans le futur. C'est-à-dire que je pourrais à chaque fois je pourrais à tout moment rajouter de nouveaux objets sans pour autant que on touche au code source, on modifie le code source. Donc, les indications
quand un concept a plusieurs représentations, l'une dépend de l'autre. Donc, quand on a plusieurs représentations pour un objet, imaginons que j'ai une valeur pour une métrique donnée, une mesure ou un indicateur. Permettez une seconde. Désolée pour l'interruption. Donc, je disais, quand un concept... Alors, imaginons qu'on a un indicateur de performance ou une mesure ou un chiffre qu'on est en train de suivre. Et je suis ce chiffre-là par plusieurs représentations. Par exemple, sous forme d'un tableau, sous forme d'un graphe, sous forme... et donc, dès qu'il y a un changement sur ce chiffre-là, il faudrait qu'il y ait les changements se voient automatiquement sur les représentations de ce chiffre. Donc là, Observer est le design pattern à utiliser pour ça. On vous dit quand la modification d'un objet nécessite la modification d'autres objets. Il y a une dépendance entre l'état d'un objet et l'état d'autres objets. Donc, je peux, si le changement de l'état d'un objet implique le changement de l'état d'autres objets, donc j'utiliserai Observer pour modéliser ça. Quand un objet doit notifier d'autres objets avec lesquels il n'est pas forcément couplé, c'est-à-dire il n'y a pas de relation entre un objet et ces objets-là, il doit les notifier d'un changement. Alors, ici, voici un exemple qui explique ou une indication quand utiliser Observer. Donc, ce que je disais tout à l'heure, nous avons un sujet ici qui sont les chiffres A, B et C. Ces chiffres sont représentés sous format tabulaire, histogramme et camembert. Donc, dès qu'il y a un changement, dans l'une de ces valeurs, A par exemple était à 50, B 30, C 20, on a une autre configuration où A va passer par exemple à 20, B va passer à 50, C à 30. Donc, on doit notifier les différentes représentations pour qu'elles mettent à jour l'affichage. Donc, c'est dans ce genre de cas, mais tout ça doit se faire de façon automatique et transparente. C'est-à-dire, je devrais avoir une modélisation qui, dès qu'il y a un changement dans le sujet, le changement et les objets qui observent, donc ça, c'est le sujet, et ça, c'est les observeurs ou les observateurs. Donc, dès qu'il y a un changement sur notre sujet, il faut que les observateurs le sachent, qu'ils soient notifiés et mettent à jour ensuite l'affichage. Et ici, on aura les bonnes valeurs associées à B et C suite aux changements liés aux valeurs de A, B et C. Jusque-là, est-ce que c'est clair? C'est-à-dire l'utilité ou l'objectif du design pattern Observer. C'est bon? On peut continuer? Je continue? D'accord. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Alors, maintenant, la structure de Observer. Donc, on avait dit, on a un sujet. D'accord? On a un sujet. Ici, le sujet, c'est
ABC, et on a des observateurs. Donc, j'ai une association multiple ici. Observeur, c'est-à-dire j'ai plusieurs observeurs. On avait dit, je peux associer à un sujet plusieurs observeurs. Donc, j'ai plusieurs observeurs ici. Donc, j'associe à un sujet plusieurs observeurs. D'accord? Ça c'est une association, un, plusieurs. D'ailleurs, je rajouterai par exemple ici l'étoile pour dire que c'est un, plusieurs. Alors, puisque je peux associer, vous remarquerez que subject ou le sujet, c'est une classe abstraite. D'accord? Et observer, on va dire une interface ou une classe abstraite. En tous les cas, ce sont toutes deux des abstractions. Parce que ce design pattern s'applique en général. Après, on va définir le sujet concret. Dans notre cas, c'était ABC. Et les observateurs concrets, dans notre cas, c'était cette représentation et cette représentation. Donc, je rappelle qu'on avait vu qu'il faut toujours travailler avec des abstractions si on veut changer par la suite ou ajouter des choses. Donc, j'ai une classe abstraite ici, sujet, je lui associe plusieurs observants. Maintenant, si je regarde la classe sujet ou subject, puisque je peux lui associer plusieurs observeurs, donc je peux avoir des méthodes add observer, c'est-à-dire que dans la classe subject, j'ai une liste de type observer. Donc, je peux ajouter à cette liste, je peux supprimer un observeur. On utilise les méthodes, alors, certains les mettent attach observer, detach observer, ou tout simplement add observer et remove observer. Puisque j'ai une liste, j'associe à mon sujet une liste d'observeurs, donc je peux ajouter un observeur à cette liste ou enlever un observeur de cette liste quand j'en ai plus besoin. On a aussi la méthode notify. La méthode notify, quand est-ce qu'on va l'appeler? Lorsque l'état du sujet change. Lorsque l'état du sujet change, on doit notifier tous les observeurs. Donc, la méthode notify, elle va faire quoi? Elle va parcourir la liste des observeurs. Donc, c'est ça, notify. Elle va parcourir la liste des observeurs associés à un sujet et lui dire update, exécuter update, qui est aussi ici abstract, c'est-à-dire on ne l'a pas encore défini. On va définir comment mettre à jour dans les classes, les observateurs concrets. Donc, on va envoyer un message à chacun des observateurs pour lui dire, puisque mon état a été mis à jour, alors vous devez mettre à jour votre état. Et c'est pour ça qu'on a la méthode update, qui est ici abstraite. Donc, dans un sujet, on a, bien sûr, puisque j'ai une liste d'observateurs, je peux ajouter ou supprimer un observateur à cette liste d'observateurs. Et lorsque l'état du sujet change, on appelle la méthode notifier, qui doit contacter ou envoyer un message update à tous les observateurs qui sont attachés au sujet. Jusque-là, c'est bon? Oui, madame. Très bien. Alors maintenant, après, on a des classes concrètes. Les classes concrètes, on a déjà le sujet concret qui hérite de la classe subject. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient principalement, donc on a l'état de l'objet, parce qu'on avait dit l'état de l'objet peut changer, et c'est suite au changement de l'état de l'objet qu'on va notifier les observateurs. Et j'ai cette state. Cette state, elle va modifier l'état de l'objet. Généralement, cette state, quand elle va modifier l'état de l'objet, c'est elle qui va appeler la méthode notify, dire aux observateurs, mettez à jour votre état aussi parce que je viens de mettre à jour mon état. Donc, on avait dit un objet, il a un état.
Et lorsqu'on modifie son état, on doit appeler notify et on a get state. Pourquoi? Parce que on aurait besoin de lire le state. Maintenant, les observateurs concrets. L'observateur concret, donc j'aurai forcément plusieurs classes qui implémentent l'interface observer, d'accord, qui vont être les observateurs concrets. L'observateur va mettre à jour son état, donc c'est la méthode update, par rapport à l'état du sujet. Ici, quand on va mettre à jour nos observeurs, c'est par rapport aux nouvelles valeurs données à A et B et C. Donc, c'est par rapport au nouvel état du sujet concret. Donc, c'est pour ça que la première chose qu'on doit faire dans update, c'est voir l'état actuel de notre sujet concret. Donc, c'est pour ça que j'ai subject.getState. Donc, je dois d'abord regarder l'état actuel de mon sujet que j'étais en train d'observer et ensuite, je mets à jour mon état selon l'état de l'objet observé. Maintenant, puisque je dois connaître l'état de l'objet observé, je dois avoir un attribut de type concrete subject. Vous allez me dire, on a une association ici. Le problème de cette association, elle est unidirectionnelle. Donc, c'est pour ça que nous avons rajouté ici une association aussi unidirectionnelle qui associe l'observateur au sujet concret. Des questions? Est-ce que vous avez compris comment fonctionne Observer ou je réexplique? S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à... Parce que sinon, je vais passer à la correction du TP Composite. Est-ce que vous avez des questions ou c'est clair? C'est bon? Je reprends rapidement. On associe à un sujet plusieurs observateurs. C'est pour ça que j'ai une association entre subject, qui est une classe abstraite, et observer, une interface. C'est une association 1 à plusieurs. Puisque j'associe à un sujet plusieurs observateurs, je peux avoir add observateur et move observateur. Lorsque l'état de mon sujet change, je dois appeler la méthode notify, qui, elle, va, pour chaque observateur associé au sujet, lui dire de mettre à jour son état avec la méthode update. Maintenant, ça, c'est au niveau abstrait. Quand on descendra au niveau concret, j'associe à un sujet concret. Donc, le sujet, il doit avoir un état, puisque c'est le changement de son état qui va conduire à la mise à jour de l'état des observateurs concrets. Donc, c'est pour ça que j'ai un état. L'état, quand je vais modifier l'état avec set state, je vais changer l'état de l'objet, donc, et je dois, par la même occasion, notifier les observateurs de ce changement. Généralement, dès que je change, dans les méthodes qui vont, vous allez devoir identifier les méthodes qui changent l'état de l'objet pour appeler la méthode notify. Maintenant, lorsqu'un objet concret, un observateur concret va recevoir la notification, donc il va exécuter la méthode update, première chose qu'il doit faire, c'est regarder l'état du sujet concret. Donc, on doit avoir subject, donc on a rajouté ici une association unidirectionnelle entre l'observateur concret et le sujet concret. Je retrouve l'état du sujet observé et je mets à jour mon état pour conséquence. C'est bon? On peut avancer? Oui, madame. Très bien. Donc, on vous dit, vous développez un tableur qui permet de calculer automatiquement les cellules en fonction des formules qui dépendent d'autres cellules. Donc, on vous dit, un objet cellule doit changer d'état en fonction de ce qui va
arrive un autre objet formule. L'objet qui change est le sujet et l'objet l'observateur qui souscrit, c'est-à-dire qui est associé au sujet. Alors ici, bon, ça c'est une simplification. Sachez juste que certains simplifient l'observeur. Au lieu d'avoir ici un sujet abstrait, c'est-à-dire qu'on a directement une classe concrète ici. C'est une simplification. C'est la structure de observeur telle que Goff le propose. Certains après peuvent prendre des raccourcis en disant ici, vous voyez bien, puisqu'on a traité directement avec la classe concrète, on a une seule association. En réalité, on va avoir abstract, subject. Pour ne pas vous tromper, il faut toujours... Alors, abstract, subject, qui a observer, interface ou classe abstraite. Hein, c'est comme vous voulez. Après, on a toujours ici update. On a toujours dans subject add observer, remove observer et notify. Où j'ai for each observer, donc ça c'est le corps de notify. Ensuite, je vais avoir une classe concrète, celle, et un observateur qui est la classe concrète, formula. Alors, dès que je suppose que j'ai une case, par exemple, j'ai une formule qui est 3 fois x plus 1, et x, c'est la cellule, par exemple, alors si je prends Excel, ça va être par exemple la cellule E1, 13, peu importe la cellule que vous allez prendre. Dès que la valeur de la cellule, c'était 10, donc la formule me donnait 3 fois 10, 31. Je modifie la valeur de la cellule, j'aurai, alors 3 fois 11, 33, 34. Donc, ici, je dois avoir une association, une direction avec la cellule. Et à ce moment-là, c'est quoi l'état ici de celle, par exemple, value? Ça, c'est l'attribut. Cette value, ça va être la méthode qui change l'état. Et dans cette value, je vais avoir, par exemple, cette value... en lui donnant entre parenthèses INTR, j'aurai X value, reçoit R, et je vais appeler notify. Notify, qui, elle, puisque je l'ai par héritage, va chercher tous les observateurs de la cellule. On va trouver un seul qui est formula. Donc, la mise à jour, donc, dans update, j'aurai, par exemple, return 3 fois get, alors ici on l'appelle par exemple sujet, d'accord, je l'appelle sujet, j'aurai 3 fois sujet.get value, et donc, j'ai mis à jour, peut-être que si j'ai une variable qui s'appelle result, et j'aurai result reçoit par exemple 3 fois subject.getValue plus 1. Donc ça, c'est la solution qu'on a ici, c'est plutôt une simplification du modèle observer, mais respectant la configuration proposée par les Goff. Donc, j'ai une classe abstraite subject. Elle contient les méthodes add, remove et notify. Avec notify, each observer de la liste appartenant au sujet, j'ai observer.update. Ensuite, j'ai l'observer, une interface qui a une méthode update. Ça peut être, après l'observateur, il peut être une classe abstraite ou interface, ça dépendra. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est qu'il faut avoir des abstractions.
après, j'ai la formule qui hérite de l'observer, donc elle doit implémenter update. Dans celle, c'est-à-dire une case, par exemple, d'un fichier Excel, une cellule ou une case, elle a un attribut value. Cette value change l'état de cette cellule. Donc, je vais changer la valeur de value et j'appelle notify qui va appeler tous les observateurs et mettre à jour leur état. Ici, notre observateur, c'est formula. On a par exemple défini un attribut qui définit l'état de formula qui est result. Donc, dans update, je vais avoir result, reçoit, je dois retrouver la valeur, la nouvelle valeur du sujet observé. C'est pour ça qu'on a sujet.getValue. Et j'applique par exemple la formule et j'obtiendrai une nouvelle valeur de result. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Donc, ceci termine notre présentation de Observer. Donc, on va passer à la correction du TP Composite. Alors, je vais lancer mon tableau et je vais partager mon tableau pour le corriger. Voilà, donc je reviens à l'énoncé. Il est là. Donc, on vous dit exemple 1 du système. Vous avez la série, donc vous pouvez suivre la série sur votre PC. Donc, au sein de notre... Si j'avais la garantie que vous n'enregistriez pas la séance, je pourrais partager mon écran, mais là, je sais que vous allez enregistrer. Donc. Alors, au sein de notre système de vente de véhicules, nous voulons représenter les sociétés clientes, notamment pour connaître le nombre de véhicules dont elles disposent et leur proposer des offres de maintenance de leur parc. Les sociétés qui possèdent des filiales demandent des offres de maintenance qui prennent en compte le parc de véhicules de leur filiale. Une société peut posséder des filiales qui possèdent elles-mêmes d'autres filiales. Donc, ici, on vous a dit que c'est composite. D'accord? On a utilisé, regardez, on ne vous dit pas dans un énoncé composite ou autre, parce qu'on me dit que des filiales une société possède des filiales et des filiales possèdent elles-mêmes d'autres filiales, donc automatiquement, je penserai à composite. On vous a donné la modélisation. Donc, je vais copier la modélisation sur mon tableau pour qu'on puisse l'implémenter. Voilà. Et ensuite, on va avancer dans l'énoncé. Alors, l'énoncé, on vous dit... On va traiter les classes une à une. Alors, la classe société. La classe abstraite société définit une méthode concrète, ajouter véhicule, et deux autres méthodes abstraites, calculer coût entretien et ajout filiale. Donc, tel que ajouter véhicule incrémente le nombre de véhicules d'une société et ajouter filiale renvoie le résultat booléen qui indique si l'ajout a pu être réalisé ou pas. Donc, la classe société, quel va être le code source associé à la classe société? Public. Dites-moi.
abstract. Oui. Abstract. Oui. Classe. Société. Ensuite, donc, on a les attributs. Dites-moi, pour les attributs. Protected. Oui. Double. Oui. Static. Avant. Static. Static. Double. Double. Oui. Coût. Unité. Véhicule. Unité. Véhicule. Égale 5. Ensuite. Protected. Protected. Int. Nombre véhicule. MV. Véhicule. Après, on a la méthode. Les méthodes maintenant. Public. Void. Ajoute véhicule. Voilà, public void. Ajoute véhicule. Donc, qui contient. Oui, dites-moi. Correspond au nombre véhicule plus. Exact. Nombre véhicule plus. Et ensuite, on a. Deux méthodes abstractes. Donc, dites-moi. Public. Abstract. Double. Calcul. Coût. Entretien. Double. Calcul. Ou entretien. Et même chose, public. Ajoute filiale, on nous a dit que c'était une méthode abstraite aussi. Oui, madame. Ajoute filiale. Pardon, public abstract. Ajoute filiale. Donc, public abstract. Booléen. Ajoute filiale et on lui donne société, un objet de type société. Société filiale. Pourquoi c'est le composite? Regardez bien. Parce que une filiale, je lui ajoute des sociétés de même type. Donc, une société, elle peut être soit son filiale, soit elle peut contenir à son tour des sociétés filiales. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le design pattern composite. On passe maintenant à la classe société sans filiale. Donc, public, classe, société sans filiale. Extends. Exact. Extends, société. Ensuite, qu'est-ce qu'elle aura? Donc, par héritage, elle aura le nom. On va Oui. Madame, D'accord. redéfinir la méthode abstract. Voilà, donc j'ai public, filiale, société, filiale, et j'aurai ici, qu'est-ce que vous avez mis? Return false. Alors, oui. Parce qu'elle ne possède pas de filiale. Exactement. Donc, la classe société sans filiale, cette classe étant la classe société, elle calcule le coût d'entretien en multipliant le nombre de véhicules par le coût unitaire par véhicule. Les instances de cette classe ne peuvent pas ajouter
de filiale. Donc, c'est pour ça que on va faire return false. Par contre, donc pour public ou d'entretien, double. J'oublie ici booléen. Donc, double calcul ou entretien. Alors, qu'est-ce qu'on met? Return nombre véhicule fois compte unitaire véhicule. Oui, tout simplement. Nombre véhicule fois le coût unitaire véhicule. Voilà. Donc, si je regarde le corrigé qu'on a ici, et je vais vous envoyer après. Donc, on a la société, statique double, et la méthode ajoutée, et les deux méthodes abstractes. Pour la classe société sans filiale, donc la méthode ajoute filiale return false, et pour calcul coût entretien, on a le nombre de véhicules. Bon, je vous présente généralement les slides parce que je sais que mon écriture est un peu illisible, donc ça vous permettra de revoir la solution au propre. Donc, on continue avec, il nous restera la classe, donc je vais effacer ici, effacer le tableau. On va il nous reste la dernière classe. Classe société mère. Donc, allez, classe société mère. Oui, dites-moi. Oui. Extend société. Oui, extend société. Ensuite, oui, les attributs. On a une liste de filiales. D'accord. Alors, j'ai des propositions dans le chat, j'ai pas vu, hein, désolé. Alors, abstractable, extend société, protected. Société, ce qu'on nous a demandé, parce que j'ai vu une proposition avec TreeSet. Pourquoi TreeSet? On nous a pas demandé de les trier. On pensera à TreeSet si on vous dit il faut trier les filiales. Ici, on n'a aucune indication qui nous dit il faut qu'elles soient ordonnées. Si vous utilisez TreeSet de société, ça veut dire que les sociétés doivent implémenter l'interface comparable. Donc, on avait dit, on a une liste, effectivement. La liste protected, donc protected, liste de sociétés, ils l'ont appelé filiale avec S, voilà le nom. Après, vous pouvez instancier ou pas
On a après les méthodes, on va implémenter les méthodes ajoutées filiales. Donc, public, booléen, alors, public, oui, booléen, ajoute filiale, ajoute filiale, a comme attribut filiale de type société. Société filiale, très bien. Et qu'est-ce que vous voulez? Madame Ritoun filiale, point add filiale. Oui, oui, parce que add est une fonction booléenne. La méthode add d'une liste est une méthode booléenne. Donc, on va mettre directement return filiale, point add la filiale. Donc, ça, c'est pour ajouter filiale. Et pour calculer coût entretien, alors public double calcul coût entretien. Qu'est-ce que vous avez mis? Oui. Comment vous avez traité cette question? Madame, on a besoin d'un créer un attribut coût total qui est le nombre de véhicules fois coût unitaire véhicule. Oui. Après, une boucle. Sur quoi? Société de la SMS, deux points filiale avec S. Alors, puisque j'ai associé à ma société mère, alors je vois des propositions. D'abord, une deuxième proposition de véhicule. Oui. Alors, cette société mère, puisque c'est une société, elle a déjà, alors déjà on revient à l'énoncé, comme ça. L'énoncé, elle est composée de filiales. Le résultat de la méthode calcul entretien est la somme du coût des filiales et le coût de la société mère. Donc il y a deux coûts ici, le coût des filiales plus le coût de la société mère. Alors, donc vous l'avez proposé, on va définir un coût INT, coût total, égal au départ 0. Donc, on va associer à ce coût le coût de la société mère. Ça veut dire quoi le coût de la société mère? La société mère a ses propres véhicules. Donc, on va d'abord compter le coût de ses propres véhicules. Donc, coût total égale alors MB véhicule fois coût unitaire véhicule. D'accord? Donc là, ça c'est la partie, ce qu'ils appellent dans l'ENAC, le coût de la société mère. Maintenant, il nous reste à calculer le coût des filiales. Le coût des filiales, chaque filiale est une société qui possède la méthode calcul coût entretien pour calculer son coût d'entretien. Donc, ce qu'on va faire, on va parcourir la liste des filiales et pour chaque filiale, on va calculer son coût d'entretien. Alors, j'ai vu une proposition pour les filiales, je calcule le véhicule, c'est-à-dire le nombre de véhicules de la filiale fois le coût unitaire de la filiale. Le problème avec cette solution, c'est qu'on suppose que la filiale à son tour ne contient pas de filiale. Dans l'énoncé, on vous dit une filiale peut contenir d'autres filiales. C'est pour ça que la boucle, elle ne va pas faire coût unitaire fois nombre de véhicules, mais
elle va demander à chaque filiale de calculer son coût d'entretien. Comme ça, si elle a des filiales, les filiales elles-mêmes vont demander à leurs filiales et ainsi de suite. Donc, ici, je vais parcourir la liste des filiales. Donc, for E de filiales, c'est-à-dire la liste de mes filiales, qu'est-ce que je vais faire? Mon coût total, je vais lui rajouter le coût d'entretien d'une filiale. Donc, ça va être calcul coût entretien. De cette façon, là, j'ai calculé le coût de la société mère. Là, j'ai calculé le coût des filiales. Pour chaque filiale, je calcule son coût d'entretien et je l'ajoute au coût total. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Coût d'entretien. Voilà, très bien. Des questions? Des questions sur ce qu'on vient de voir? Non, madame. Très bien, donc je vais juste vous montrer la solution propre. Donc on a ici la société mère, donc on a la liste des filiales. Ah oui, on a oublié d'implémenter, ajouter. Ah si, on l'a fait. Ajouter filiale, le coût. Donc, je parcours la liste des filiales et je calcule le coût d'entretien. Ici, on a commencé par le coût des filiales. Ensuite, on a rajouté le coût de la société mère. On passe à l'exo 2. L'exo 2, j'espère qu'il a été facile à préparer, vu que j'ai présenté ça en cours. Donc, il fallait juste s'inspirer de la solution présentée en cours. Donc, on vous dit, pour l'exo 2, système de fichiers. Un système de fichiers est basé sur une composition récursive. Déjà, là, on vous a donné une indication flagrante que le design pattern à utiliser, c'est le design pattern composite. Il contient des éléments qui peuvent être soit un fichier texte, une liste de chaînes de caractères, soit un fichier binaire qui contient une liste de bytes, soit un répertoire qui peut contenir des éléments du système de fichiers, c'est-à-dire fichier texte, fichier binaire ou répertoire. Proposer une solution pour décrire le système de fichiers avec un exemple de test. Implémenter la méthode getType qui calcule la taille du système de fichiers. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour cette question? Qu'est-ce que vous proposez pour cette question? Plusieurs classes qui extendent la classe fichier. Pas fichier, parce que regardez, je peux avoir un fichier binaire ou un répertoire. Est-ce qu'un répertoire hérite d'un fichier? On vous a donné une terminologie ici, on vous dit il contient des éléments. Donc, je peux, par exemple... Donc, les fichiers, ils vont hériter de éléments. Voilà, un élément du système de fichiers. Système de fichiers. Après,
j'écrirai mes éléments, vous avez raison. On a un fichier texte. Fichier binaire. Voilà. Un fichier binaire. Un répertoire. Oui. Et un répertoire. Ouais. Un répertoire. Maintenant, je vais changer de couleur. On vous dit un répertoire qui peut contenir des éléments. D'ailleurs, on vous a dit des éléments du système de fichiers. Donc, si vous aviez des questions à vous poser à donner à la classe mère ici, j'ai oublié de faire abstract. Hein. Abstract. Madame, Oui? madame, on peut faire une interface. Oui, mais je préfère une classe. Je vous ai dit, on utilise une classe abstraite lorsqu'on décrit un concept, parce qu'un élément de fichier, c'est plus un concept qu'un comportement. Et j'utiliserai les interfaces pour décrire un comportement. Pour moi, un élément de système de fichier, c'est plus un concept qu'un comportement. Donc, j'utiliserai une classe abstraite. Mais même si vous utilisez une interface en termes d'implémentation, ça va marcher. Mais, sauf si on a des méthodes concrètes associées à... Là, dans cet énoncé, ça peut marcher. Sauf si on a des méthodes concrètes associées à éléments de système de fichiers, là, vous ne pouvez pas utiliser les interfaces. Mais je déconseille, c'est-à-dire, il est préférable d'utiliser les concepts, une modélisation qui respecte la sémantique du monde qu'on est en train de modéliser. Donc, si on parle seulement techniquement, je vous dirais, si élément du système de fichiers ne contient pas de méthode concrète et pas d'attribut, bon, on peut la déclarer comme interface. Mais réellement, un élément, pour moi, c'est un concept. Une interface décrit un comportement, un ensemble de comportements. Donc, c'est pas faux, mais je préfère éviter. C'est bon? J'ai répondu à votre question? Oui, d'accord, merci. Alors, comment traiter le fait que le répertoire contient des éléments du système de fichiers? Comment vous avez traité ça? Non, je veux pas de code. J'ai posé une question. On est en phase modélisation. Là, c'est pas du code, c'est de la modélisation. Comment? Composition entre éléments et répertoire. Effectivement, un répertoire, composition ou agrégation? Dans notre cas ici, est-ce que c'est une composition ou une agrégation? Composition. Pourquoi? Si on supprime le premier élément, tous ces répertoires qui sont dedans, ils vont être supprimés. Non, c'est présente comme ça, oui. Mais en réalité, la composition pour moi, je dirais que c'est une agrégation dans le sens où le fichier peut continuer à exister sans le répertoire. C'est-à-dire, je peux le prendre, je le mets ailleurs, il peut exister à lui tout seul. Il n'est pas inclus dans la définition d'un répertoire. Donc, personnellement, moi, j'aurais mis une agrégation parce qu'un fichier n'est pas... la composition suppose que l'objet est intimement lié
l'objet composant est intimement lié au composé. Créer l'un va créer l'autre, détruire l'un va détruire l'autre. Alors qu'ici, je peux prendre le fichier, il est indépendant du répertoire. Je peux le mettre ailleurs et ensuite détruire le répertoire. Alors, après, on vous dit implémenter la méthode getTie qui calcule la taille du système de fichiers. Où est-ce que je vais positionner la méthode getTie dans cette modélisation? Dans élément, madame. Dans élément, elle va être Abstract. oui, abstract, double, pardon, on est en train de modéliser. On va la mettre abstract et je vais mettre, mettez-la à l'intérieur de la classe, hein, d'accord? Ici à l'intérieur, vous mettez la méthode abstract, on l'a appelé calculer taille, getTie. getTie. Et qui nous retourne, par exemple, un double ou un int. Et là, on doit avoir aussi partout donc ça, c'est pour la modélisation. Après, pour l'implémentation, comment vous avez fait? C'est bon ici pour la modélisation? Je peux supprimer pour passer à l'implémentation? Oui, madame. Donc, pour cette classe, donc on avait alors public, public abstract classe élément système fichier. Donc, on avait dit elle contient public abstract double getTie. Et ensuite, on a les classes public classe fichier binaire. Extends élément système et qu'est-ce qu'on va implémenter? Public double getTie. Je suppose que ici on doit avoir un attribut taille, par exemple, ou peut-être un byte, peu importe, et return, par exemple, taille. D'accord? Ou alors on va compter le nombre de bytes qui existent dans ce fichier binaire. Même chose pour le fichier texte. Donc peut-être qu'on va compter le nombre de caractères. Donc, public, classe, fichier, texte, extends, élément, gestion de fichier. Donc, je peux avoir là aussi, on peut définir par exemple ici un attribut int ou double taille. Et à chaque fois, on va lui affecter, ici, ça va être le nombre de bytes, ici, ça va être par exemple le nombre de caractères de mon fichier. L'essentiel, c'est que
public double get taille, elle va me retourner la taille du fichier. Ce qui nous intéresse ici, c'est les méthodes getType de la classe répertoire. Donc, public, classe répertoire, extends, élément fichier, et donc ça suppose qu'on a là aussi taille, et on a public double get taille. Alors, vous me dites ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, qu'est-ce que j'ai comme code source dans la classe? Qu'est-ce que j'ai comme attribut déjà? Liste des éléments. Oui, bien sûr, puisqu'un répertoire contient des éléments du système de fichiers. Donc ici, j'aurai par exemple private liste de éléments système fichier. J'appellerai L, instancier. Et pour calculer la taille d'un répertoire, qu'est-ce que je dois faire? Résumer une boucle. Oui, Oui, exact. On va parcourir la liste des éléments de fichiers qui existent dans cette la liste des éléments de fichiers qui existent dans cette liste, et on va lire leur taille. Donc ici, si j'ai taille, au départ, je vais l'initialiser à 0. J'aurai for E appartenant à L. Donc E, il est de type élément système fichier.